Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Coluche, Raymond DeVos, Thierry Le Huron, Pierre Desproges, ah, quelle belle affiche, mais autant d'humoristes qui auraient, en 2024, maille à partir avec l'État macronien. L'humour est désormais proscrit par les lois macroniennes qui interdisent le rire, les blagues et toute critique visant la macronerie. Alors, comme l'a dit Desproges, on peut rire de tout, mais effectivement, pas avec tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du CNTFCH avec Christiane, avec Jean-Pierre, avec Bruno, avec Philippe et avec vous-même, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Alors, Bonsoir à tous. Juste pour prolonger l'introduction brillante, comme d'habitude, de Sylvain, à dire que l'humour reste plus que jamais la meilleure façon de contourner la censure, et que plus on sera injustement bridé, privé de nos libertés, etc., et plus il y aura, bien sûr, d'humour, alors avec plus ou moins de causticité. Mais j'ai constaté, en écoutant une radio périphérique il n'y a pas si longtemps que ça date de ce matin, que maintenant les humoristes s'attaquent à la vérité, quoi. Et c'est-à-dire tombent plus dans le côté absurde, mettent en avant l'absurdité de certaines choses, plutôt que d'essayer de nous faire rire aux éclats. Et je trouve que c'est bien, parce que ça ressemble à une divulgation, à une dénonciation intelligente. Et certains d'entre eux, en tout cas, se prêtent à cet exercice. Alors on ne sait pas s'ils dureront longtemps sur les antennes, mais on leur souhaite longue vie sur les antennes ou ailleurs. Car on va avoir de plus en plus besoin d'humoristes, soit qui font beaucoup rire, soit qui font beaucoup réfléchir. Voilà. Alors, à partir de là, est-ce que nous avons d'autres choses à dire pour notre défense ou pour faire avancer les choses? Bah oui, nous allons regarder l'actualité en images et puis nous allons débattre juste après. L'actualité en images, tout de suite. Lundi 8 avril, 17 personnes ont été arrêtées en Normandie et en Île-de-France dans le cadre d'une opération menée par la sous-direction antiterroriste. Dès 6h00 du matin, leurs domiciles ont été perquisitionnés et parfois retournés. La vague d'arrestations visait l'intervention, durant une dizaine de minutes, d'une centaine de personnes sur un site Lafarge à Val-de-Reuil, avec de la peinture et de la mousse expansive lors d'une campagne d'action contre Lafarge et le monde du béton. La surveillance découle enfin du croisement de toutes les traces numériques laissées au gré de nos vies et de nos activités sociales. Dans cette affaire et d'autres encore, on voit ainsi se multiplier les réquisitions aux réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, l'espionnage des conversations téléphoniques, des SMS, le suivi des correspondances, des déplacements de groupes entiers de personnes via leurs métadonnées, la surveillance de leurs publications et de leurs lectures, la réquisition de leurs historiques bancaires ou des fichiers détenus par les services sociaux. Le tout parfois sur la seule base de vagues soupçons et à la clé une violation systématique de l'intimité de personnes, ensuite jetées en pâture à des policiers qui ne vont ensuite pas hésiter à s'en servir pour les intimider ou tenter de les humilier lors des interrogatoires et construire une vision biaisée de la réalité qui puisse corroborer leurs fantasmes. Et de plus en plus, c'est la logique même de la résistance à la dérive autoritaire qui est criminalisée. Vous utilisez des logiciels libres, vous cherchez à utiliser des services alternatifs aux grandes multinationales qui dominent l'industrie de la tech et qui s'imbriquent dans les systèmes de surveillance d'État. Cela va suffire à vous rendre coupable, comme le révèle l'affaire du 8-12, jugée il y a quelques mois. Vous utilisez des services recourant à des protocoles de chiffrement pour protéger le droit à la confidentialité des communications. On pourra recourir à des spyware et autres mesures d'intrusion informatique pour les contourner et aspirer le maximum de données contenues dans vos ordinateurs ou smartphones. C'est ce dont a été victime le photographe mis en cause dans l'affaire Lafarge. Vous refusez de livrer vos codes de chiffrement lors d'une garde à vue. On retiendra cela contre vous et on intentera des poursuites quand bien même la prétendue infraction censée légitimer votre garde à vue s'est avérée tout à fait grotesque. C'est-à-dire que face aux crises qu'on traverse, et il n'y a pas d'histoire sans crise, qui sont des crises diverses mais qui se conjuguent, que ce soit les crises politiques, géopolitiques, sociales, économiques, identitaires, culturelles, sanitaires il n'y a pas si longtemps, et sûrement demain à nouveau, et écologique évidemment. Face à ça, il y a une espèce de, d'ambiguïté de l'État en place, de double attitude. Il y a la main gauche chère à Bourdieu qui est plutôt faible et qui signe par exemple l'accord de Paris en 2015. Et comme l'État est droitier, la main droite met le paquet pour le contrôle social, pour contrôler cette société qui réagit en fonction de ce qu'elle vit. L'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. Mais les faibles, ils ont la légitimité de leur entêtement en quelque sorte.
qui est celui des saxifrages. Je ne sais pas si vous connaissez ces plantes qui fracturent les roches et le béton. Vous l'aurez compris avec ce petit reportage, la surveillance de masse est bel et bien effective. Oui, alors j'espère que on n'aura pas l'occasion d'être des saxifrages parce que c'est un peu long. Hein. Les saxifrages, ça met du temps à faire exploser la roche et à faire exploser le béton. Il faut du temps. Et du temps, finalement, on en a peu. Et les récriminations de ces personnes pas revendicatrices, mais finalement qui ont choisi le mode de la description des choses, d'être factuel, et c'était très bien. Je trouvais que cette réaction de ces personnes au micro était très bonne. Par contre, elles ne voient pas du tout le plan d'ensemble, quoi. Pourquoi? La question pourquoi est-ce qu'on fait tout ça contre eux? Pour quelles raisons, etc. Pourquoi la main gauche? Pourquoi la main droite? Toutes ces choses-là sont parfaites. Mais il faut se poser la question du pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi si fort? Pourquoi si vite? Voilà, au sein du CNTFCH, on répond à ces questions. Alors, on va pas, c'est pas le sujet de ce soir, mais il faut évidemment comprendre ce que nos adversaires veulent et quelles sont leurs intentions. Sinon, les choses risquent de nous échapper et on risque de rester sur le mode de la plainte, mais de la plainte lancinante, hein, pas de la plainte déposée auprès de la police, que c'est eux qui nous agressent. Donc, la plainte lancinante, voilà. Voilà, donc on a de plus en plus effectivement affaire, et comme il l'a dit, très bien dit ce monsieur au micro, à des policiers qui se servent de la moindre information que vous pouvez leur lâcher pour ensuite, plus tard, vous faire chanter ou vous menacer ou vous mettre sous le poids d'une contrainte quelconque. Bien sûr que ça fait partie du jeu. Alors je sais que tous les policiers ne sont pas d'accord avec cette partie du jeu. Ils sont bien évidemment payés pour pacifier et rendre sécurisé l'espace de l'habitation des gens que nous sommes, de la vie que nous avons. Mais il devient de plus en plus évident que cette pacification s'accompagne d'une privation de liberté, avec des lois qui viennent de passer dans lesquelles on ne peut plus rien dire sans être soupçonné d'être ceci ou d'être cela, ou d'être des conspirationnistes ou autres dangereux individus, alors que nous ne sommes que des gens qui se permettent de dire tout haut ce qu'ils pensent tout bas, ou simplement de réfléchir tout haut. Voilà, on a le droit de réfléchir dans la vie, ça fait encore partie des prérogatives humaines, mais on parle de nous supprimer ce droit, pardon. Et donc voilà, donc nous en sommes là. Alors, merci pour ce reportage, pour ce petit micro-trottoir très intéressant. Alors Philippe, moi je vais rebondir sur ce que tu dis, dans le sens où ce qu'on vient de voir va dans le sens aussi du sujet dont on va parler ce soir et que Sylvain va nous présenter, parce que en fait le contrôle social il est de plus en plus fort et notamment dans le domaine financier et surtout fiscal. Ah bah oui, on est dans une prison économique, évidemment, et notre sujet de ce soir, le Conseil national de transition français canal historique pour transformer la France en paradis fiscal. Ah, en paradis fiscal, il y a paradis. Oui, Bruno, vas-y. Tout à fait. Alors oui Philippe, oui Sylvain. En fait, quand on parle souvent de paradis fiscal, il y a des voix qui s'élèvent, notamment des gens de gauche ou d'extrême gauche, qui disent que c'est pas normal, que nous on paye des impôts et que dans certains pays ils en payent beaucoup moins et que c'est pas normal et que ça profite aux multinationales, etc., etc. C'est un faux langage et je vais vous expliquer pourquoi. Un article est paru très récemment qui, notamment dans l'IREF, qui est une institution donc de personnes physiques et privées qui justement lutte aussi contre les aberrations du système et qui démontre que ce qui se passe en Irlande depuis une trentaine d'années est un succès extraordinaire pour ce pays. Alors, on va nous dire en France, c'est pas normal, en Irlande on paye que 13% d'impôts sur les sociétés. En France, on paye beaucoup plus. Donc c'est pas normal, c'est une concurrence déloyale, etc. Et toutes ces belles voix vont nous dire donc il faudrait empêcher ces pays de payer si peu d'impôts. Alors que la réalité, c'est que c'est chez nous qu'on paye trop. Et à partir du moment où nous, au niveau du Conseil national de transition français canal historique, on a un programme économique de la transition, dans ce programme économique de la transition, on a prévu un impôt qui ne dépassera pas 15%. Que ce soit pour les personnes physiques ou pour les sociétés. Alors, les belles âmes vont nous dire oui, mais il faut bien des impôts pour pouvoir entretenir le budget de l'État, pour entretenir les parties communes, etc.
N'oublions pas que l'impôt a été inventé, en fait, surtout aux États-Unis, après 1913, quand le hold-up sur le dollar par la Fed a été mis en place, c'est-à-dire que la Fed a été créée donc par des banques privées et non pas par l'État. Et donc, ils ont créé cet impôt sur le revenu qui n'existait pas avant. C'est un petit peu le retour à la royauté, c'est-à-dire à la royauté dans l'ancien régime où on devait payer la gabelle, on devait payer la dîme, etc. à son seigneur. Alors, en fait, on s'aperçoit quand on lit cet article de l'IREF que l'Irlande est un pays où il n'y a rien. C'était un pays qui était très pauvre à une époque. Il n'y a pas du tout de matières premières. C'est une île un petit peu isolée, d'ailleurs, qui a, dans les siècles passés, connu des famines absolument terribles, ce qui a obligé un certain nombre d'Irlandais à immigrer, notamment aux États-Unis. Eh bien, maintenant, l'Irlande est devenue un pays extrêmement prospère, tout simplement parce que ils ont décidé, il y a une trentaine d'années, de baisser drastiquement les impôts, de permettre à des entreprises de s'y installer facilement et en même temps de développer l'économie d'une façon saine et d'une façon logique. Et actuellement, en Irlande, eh bien, le revenu de la population, le revenu par habitant, il est 2 fois plus élevé que le revenu du français moyen. Donc, tous ceux qui nous disent qu'il faut augmenter les impôts sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour pouvoir entretenir une administration et un État qui devient absolument énorme comme un mammouth, eh bien, ils se trompent. Et très peu d'économistes en France ont le courage de dire ça. Peut-être certaines personnes comme Charles Gave, mais la plupart des économistes bien pensants qui suivent la Macronie et la pensée unique disent ah ben non, il faut payer des impôts parce que si on paye pas des impôts, eh ben on pourra pas faire d'aide sociale, etc., etc. Alors qu'en fait, on est en train de s'enfoncer dans un trou, on est en train de rentrer dans un cercle vicieux où tout s'effondre. Tous les pays qui ont décidé de baisser les impôts, tous les pays réussissent. Que ce soit à l'époque de Trump aux États-Unis, où il a créé 3 millions d'emplois en baissant les impôts, tout simplement parce qu'à partir du moment où on libère l'économie, à partir du moment où on permet aux gens d'investir, eh bien à ce moment-là, l'État pourra gagner beaucoup plus après. Le problème, c'est que les politiciens ont une courte vue. C'est-à-dire, eux, ils veulent être réélus, donc ils se battent toujours pour que les choses se passent au plus vite. Donc, plus on prend d'argent aux gens qui réussissent, mieux c'est. Mais il faut pas penser que les gens qui réussissent ne sont que les grands du CAC 40, les grosses entreprises. Ce qui fait la fortune d'un pays, ce sont les petites sociétés, les petits commerçants. Et c'est eux qui payent toujours le plus d'impôts. Ceux qui sont très pauvres, ils payent rien parce qu'ils sont en dessous des tranches. Et ceux qui sont très riches, ils se sont déjà organisés pour aller ailleurs. Donc, qu'est-ce qui fait la richesse d'un pays? Ce sont les petites et moyennes entreprises, ce sont les classes moyennes. Et les classes moyennes, c'est ceux qui sont les plus taxés. Donc, à partir du moment où on libère les classes moyennes, à partir du moment où on leur permet de payer beaucoup moins d'impôts, à partir de là, ils vont investir beaucoup plus. Donc, à terme, ils vont créer des entreprises qui finalement permettront à l'État de gagner beaucoup plus d'impôts. Alors qu'en les empêchant, eh ben, on empêche tout le système, c'est-à-dire qu'on bouche des trous en prenant à gauche et en prenant à droite, et on n'arrive pas à en sortir. Donc c'est absolument l'inverse qu'il faut faire. Et nous, au Conseil national de transition français, canal historique, au niveau de la commission finances et économie, on a établi tout un programme qui permettra d'avoir à la fois une nouvelle monnaie qui sera citoyenne, de sortir de l'aberration de l'euro, de sortir du système européen dans lequel on n'aurait jamais dû rentrer, notamment depuis le référendum de 2005, et en même temps de pouvoir libérer la création d'entreprises, de pouvoir permettre à toute personne d'avoir la chance de pouvoir créer. À partir du moment où on agit comme ça, imaginons ce que ça serait alors qu'un petit pays comme l'Irlande a réussi une transition extraordinaire, alors que la France, avec ses 68 millions d'habitants, pourrait redevenir une très grande puissance. Je peux parler aussi de la principauté d'Andorre, qui est un petit pays, tout petit pays, où il y a 80 000 habitants, et où l'impôt sur les sociétés n'est que de 10%, et l'impôt sur le revenu que de 10%. Eh bien, figurez-vous que l'Andorre a le meilleur service de santé du monde. Les cotisations sont basses et en même temps, toutes les personnes dans la principauté d'Andorre ont un revenu absolument important. Donc, on nous dit des fois, oui, mais ce sont des petits pays, ce sont ce qu'on appelle des paradis fiscaux, Monaco, etc. Ce sont des petits pays, on ne peut pas extrapoler ça à la France. C'est absolument faux.
À partir du moment où on développe les choses aussi bien au niveau local qu'au niveau national, à partir du moment où on libère la création et à partir du moment où on bloque un petit peu tout ce qui est importation de produits à concurrence déloyale avec un certain nombre de taxes, eh bien, on va remplacer l'impôt sur le revenu, on va remplacer toutes ces taxes qui actuellement empêchent et plombent tout le système, on va les remplacer par une taxe sur les transactions financières élevées. On va les remplacer donc par une TVA flexible et on va les remplacer aussi par tout ce qui est donc taxation à l'entrée en France de certains produits, parce que évidemment on ne veut pas couper tout échange avec l'extérieur, mais à partir de là, il faut que les échanges soient équilibrés, comme l'ont demandé d'ailleurs les agriculteurs. Donc, faisons de notre pays un paradis fiscal, et à partir de là, vous verrez que tous les exilés fiscaux rentreront, que les entreprises qui ont dû s'exiler ailleurs parce qu'ils en avaient marre de payer tant d'impôts, rentreront en France. Et il ne s'agit pas uniquement des grandes entreprises. Beaucoup de petits commerçants, beaucoup de petits artisans, beaucoup de petites entreprises se sont exilés, sont partis de France parce qu'ils en avaient ras-le-bol, parce que c'était eux qui étaient les plus taxés au niveau de l'impôt. Parce que quand on rajoute, pour quelqu'un qui gagne par exemple 1 million en France, quand on rajoute à l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu sur les dividendes, les taxes qui vont avec, la TVA, la CSG, la CRDS, tous ces impôts qui d'ailleurs étaient faits au départ pour durer que quelques années et qu'on nous a mis depuis des années, depuis plus de 20 ans, eh bien on arrive à quoi? Qu'une personne qui a gagné 1 million, il lui reste à peine 200 000. Ça veut dire qu'on travaille pratiquement 4 fois sur 5 pour l'État. Il nous reste à peine 20%. Donc comment voulez-vous que quelqu'un puisse investir, que ce soit un petit ou un gros? C'est le même problème. Le problème qu'il y a au niveau des gros, c'est qu'effectivement, eux, souvent, ils ont la capacité de pouvoir s'exiler. Tandis que ceux qui prennent le plus dans la figure toutes ces impositions totalement illégitimes, ce sont les petits ou les moyens. Et donc, pour constater qu'on est dans un pays où tout fonctionne de moins en moins bien, où l'administration est en train de s'effondrer, où les hôpitaux fonctionnent mal, où l'éducation est devenue une catastrophe, etc. Pourquoi? Parce que l'oligarchie utilise ces fonds pour les détourner, les gaspiller, et nous, on continue à payer bêtement des impôts qui vont dans la poche de certains qui ne nous le disent pas. Voilà ce que je voulais dire. C'est un petit peu long, mais c'est important parce que l'impôt n'est pas quelque chose d'irrévocable et on peut changer le système. L'impôt, ça fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Hein. C'est l'État qui choisit l'impôt. Alors c'est 10%, c'est 15%, c'est 30%. Nous, on en est à 40% pour l'impôt sur les personnes et 30%, 33%, je crois, pour les sociétés. Alors, je t'interromps juste une seconde, Philippe. La Déclaration des droits de l'homme dit que c'est le peuple qui décide de ses impôts et pas l'État et pas des représentants. Parce que comme le dit Iota Angelaki, dans une démocratie, on n'a pas de représentants, c'est le peuple qui décide. Alors, tout à fait d'accord, ça rentre dans l'équation, je suis d'accord, effectivement, c'est le peuple qui décide, et si le peuple doit choisir, il va falloir qu'il se fasse expliquer pourquoi le point milieu, le point le plus intéressant, ça serait autour de 15%, alors que d'autres pays l'ont déjà fait, comme l'Irlande, mais il faut quand même rappeler les contextes. L'Irlande était un pays qui était dans la misère totale, qui avait effectivement des impôts très élevés pour les quelques entreprises qui étaient présentes, notamment des distilleries de whisky essentiellement à l'époque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle a récupéré beaucoup de sièges sociaux de pays divers et variés, notamment américains. Et on parle évidemment, on va citer Google, hein, qui a installé son siège là-bas et qui rapporte une manne énorme à ce petit pays qui profite de cette manne pour la redistribuer à ses habitants qui n'ont pas plus de travail qu'avant. Hein. C'est ça le problème est là en fait. Hein. C'est que le travail il est éventuellement dans les sièges sociaux. Il y a quelques emplois qui se sont créés effectivement eu égard à la création de ces sièges sociaux, mais c'est pas là que les choses se produisent. Que les fabrications se font. Ça n'est pas une réindustrialisation de l'Irlande. Il faut bien aussi dire les choses comme il faut. Néanmoins, cette manne, elle est dirigée vers la gestion de la qualité du peuple. Ça, c'est vrai.
Alors après, la question qui se pose, c'est comment on fait? Et je pense que les idées ont fusé depuis des années. Moi, je me souviens très bien, j'étais étudiant, on disait que l'Europe se fera par la fiscalité, c'est-à-dire que quand toute la fiscalité européenne n'aura qu'une seule gestion. Voilà. Alors, on n'y est pas du tout. S'il y a quelque chose qui va durer, à mon avis, encore un certain temps, c'est justement les différences entre pays du taux d'imposition, parce que ça arrange tout le monde, pour l'instant en tout cas. Hein. Ça arrange tout le monde, sauf nous, évidemment, hein, nous les utilisateurs, nous les usagers, nous les joyeux contribuables, comme on dit, hein, eh bien, ça arrange tout le monde parce que ça veut dire que je peux dire je suis en France. La France est un paradis tout court parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vivre en France, faut dire les choses. Et donc je viens y habiter. Et comme j'attire beaucoup de gens, l'État va en profiter pour nous assommer un petit peu plus tout le temps parce qu'on est capable de supporter cette pression-là physiquement parce qu'on a les revenus pour ça. Quoique de moins en moins, mais surtout moralement, parce que le principe du welfare state, c'est-à-dire de l'État-providence, il est quand même ancré dans le cerveau des Français depuis très longtemps. Il est ancré pratiquement depuis la fin du 19e siècle. Donc, alors justement, mais on reçoit beaucoup. Et aujourd'hui, ce contrat est rompu. C'est-à-dire que les hôpitaux sont malades, c'est le cas de le dire. Les services publics sont tous dégradés. Donc, le contrat est rompu entre je paye beaucoup d'impôts et j'ai beaucoup de services. Là, je paye beaucoup d'impôts. Il n'y a plus de services. Donc là, il va falloir rétablir un équilibre, effectivement. Oui, alors, justement, Philippe, par rapport à ce que tu dis, les mentalités ont changé parce qu'il suffit de se rappeler de ce que disait le général de Gaulle quand il disait que au-delà de 15%, toute fiscalité devient confiscatoire. Il faut se rappeler aussi de ce que disait Georges Pompidou quand il disait il faut arrêter d'emmerder les Français. Alors que Macron, lui, il a dit clairement qu'il voulait emmerder les non-vaccinés. Oui, c'est pas sur le même thème des impôts, mais c'était pour la vaccination, effectivement. Mais il y en a un homme politique français qu'on peut citer également, c'est Adolphe Thiers, qui a été président du Conseil pendant longtemps. Enfin, pas du Conseil, mais je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Entre 1870 et 1872, au moment où il a fallu choisir entre la royauté et la République, ça a été la République, c'est lui qui a permis ça. Et lui, il était farouchement opposé à toute forme d'impôt, parce qu'on parlait d'impôt sur les sociétés. Et il disait, si on impose les sociétés, elles vont aller voir ailleurs. Si on impose les sociétés, elles n'auront pas les ressources nécessaires pour faire pièce, notamment contre l'Angleterre, qui déjà, à l'époque, était dans le dumping, ce qu'on appelle, c'est-à-dire la baisse des prix, la baisse des impôts. Il y avait très peu d'impôts dans les entreprises anglaises. Et donc, si on avait mis des impôts en France, ça aurait déséquilibré le système. C'est comme ça que raisonnait Monsieur Thiers. Et finalement, on en est arrivé quand même à payer des impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes entreprises, notamment la Fed, dans la Réserve fédérale, on va en parler aux États-Unis, qui ont décidé que effectivement, ils étaient prêts à prêter beaucoup d'argent à un État, y compris dans le cas de l'aide du soutien à l'effort de guerre, ce qu'on appelait à l'époque, c'était en pleine guerre, en prévision de la guerre de 14. L'effort de guerre. Donc, les privés ou semi-privés allaient prêter beaucoup d'argent à l'État, mais en contrepartie, un État, ça peut faire faillite. Hein. Donc, il lui fallait des garanties à ce monstre financier qui voulait prêter de l'argent à tout prix à l'État américain. Et ben, ces garanties, c'était l'impôt. Et c'est comme ça que les Américains se sont fait imposer un impôt qui est illégal dans leur constitution. Alors que nous, pas. Mais eux, oui. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins et on se redit les choses. Oui, Christiane? Oui, ce que je voulais dire, c'est quand même toute cette surimposition, c'est quand même quelque chose qui est voulu. Ils le font exprès. L'objectif, c'est quand même de nous rendre assez dépendants d'eux. C'est une dépendance parce que plus on gagne de l'argent, plus on en donne. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, moi je suis contente de payer les impôts parce que ça veut dire que je gagne bien ma vie. Mais non, parce que tu en bas, faut gagner ta vie et tu vas aller donner l'argent à l'État qui va payer des fonctionnaires qui sont utiles mais pas les bons, c'est-à-dire qu'ils vont pas payer les fonctionnaires qui sont les actifs, mais ils vont payer des personnes, des chefs, du chef, du grand chef et de l'autre chef. Quand vous regardez l'organigramme de certaines structures administratives, vous tombez à la renverse. Hein. Donc, ils placent leurs personnes à droite à gauche, ils ont des bons salaires, et même que ne serait-ce qu'un exemple, dans les mairies par exemple, quand il y a des attachés parlementaires, pour le maire c'est pas parlementaire, je sais pas ce que c'est, qui s'occupent donc des affaires du maire, lorsqu'il y a un nouveau maire qui passe, la personne bien sûr elle est congédiée, sauf qu'elle est payée tant qu'elle n'a pas un nouveau poste. Donc ça peut durer des années. Il y a plein de gens comme ça qui sont payés à ne rien faire. Alors, il y a beaucoup de choses quand même à changer dans le système pour éviter d'abord de payer trop d'impôts,
c'est bien de faire fonctionner le commun, mais c'est juste faire fonctionner le commun pour le peuple, mais pas pour enrichir une certaine caste. Oui, mais Christiane, effectivement, tu as prononcé le mot, être payé à ne rien faire, c'est ce qui nous guette. C'est un danger, c'est un piège absolu, être payé à ne rien faire. C'est de se dire, on est fonctionnalisé et l'argent qu'on reçoit, il est justement payé par les impôts des grandes sociétés, par exemple, qui viennent installer leur siège chez nous. C'est ce que doivent se dire les Irlandais aujourd'hui. Hein. Ils sont payés à pas faire grand-chose, les Irlandais. Hein. Ils ont un service public qui est pléthorique, effectivement, mais en termes de monnaie, pas en termes d'effectifs. Et donc, ils ont nommé, j'imagine, pas mal de salariés dans la fonction publique. J'imagine que la fonction publique irlandaise, même si j'ai pas vu d'études sur cette question-là, elle doit être joufflue. Hein. Il doit y avoir du monde dans la fonction publique. Ils peuvent payer, ils ont de l'argent, donc ils payent. L'État paye. Donc, ça devient l'État-providence. Et demain, ce sera l'État qui va décider de notre destin, qui va nous dire, bah voilà, vous n'avez rien, mais vous allez être drôlement heureux, quoi. Mais ça, on n'en veut pas. Ça nous rappelle quelque chose. C'est pour ça qu'on est au Conseil national de transition français canal historique. C'est justement pour permettre aux gens de retrouver leur autonomie et être aidés au départ et ne pas prendre part à la vie de la société, de leur commun, et non pas aller voter pour des personnes qui vont faire ce qu'elles veulent une fois qu'elles ont été élues. Pour la créativité, ça doit être quelque chose d'affreux que d'être payé à ne rien faire. J'imagine même pas ça en tant qu'artiste. Mais voilà, donc, ce qu'il faut, c'est réinvestir cette manne dans des activités productrices de bonheur pour le genre humain, tout simplement. Je vais faire une grande généralité, mais c'est à ça que ça revient. L'industrie, on sait où elle tourne aujourd'hui, c'est plutôt en Asie et plutôt en Asie du Sud-Est pour nous fabriquer nos voitures, nos téléphones, enfin tout ce qui est marché de masse. C'est plus chez nous, ça a été vendu. Donc comment est-ce qu'on fait pour récupérer tout ça? On ne sait pas. Alors ça peut être à coup de, comment dirais-je, de bonheurs fiscaux, enfin d'assistance fiscale pour les grandes entreprises en leur disant si vous venez chez nous, vous ne paierez pas d'impôts ou très peu. Ce qui est déjà le cas. Il y a déjà les Yaris, les Toyota qui sont fabriqués dans le nord de la France à Woolworth. À Woolworth, ça a été à l'issue d'une bagarre sans nom entre plusieurs pays européens qui voulaient cette usine, qui voulaient cette installation. Finalement, c'est la France qui l'a eu, mais ça a été à coup de compétition sur la baisse des impôts justement. Hein. Donc les Japonais payent pas d'impôts à cet endroit-là. Hein. Ou très peu. Donc voilà, donc la fiscalité, c'est un appât, effectivement, ça peut être un appât. Mais ça peut être un leurre si derrière l'argent gagné n'est pas réinjecté dans l'économie réelle, quoi. C'est ça que. Alors c'est pour ça, Philippe, que au Conseil national de transition français canal historique, on a prévu que l'impôt sera de 0, aussi bien pour les entreprises que pour les personnes physiques, jusqu'à un certain montant de revenus, et à partir de là, c'est 15%. Parce qu'à partir de là, ça va permettre à énormément de personnes de pouvoir créer, de pouvoir développer des entreprises, des petites entreprises, pas forcément les grosses, hein, mais les petites, elles ont comme vocation de devenir grosses. Et à partir de là, de permettre aux entreprises qui investissent dans le pays et pas à l'extérieur, d'avoir des avantages. Donc à partir de là, on pourra fonctionner à l'intérieur même du pays et l'argent produit va rester dans le pays et permettra aux gens de pouvoir créer dans le pays lui-même. C'est comme le problème des droits de succession. Quand on voit en Italie ce qui se passe, des entreprises se transmettent depuis des générations de père en fils parce qu'il n'y a pas de droit de succession. Alors qu'en France, un agriculteur qui va décéder, la plupart du temps, il est obligé de vendre sa ferme rien que pour payer les droits de succession. Même chose pour les petites entreprises, même chose pour les commerçants. Donc c'est déjà une chose qu'il faut supprimer. À partir de là, on pourra fonctionner en circuit fermé, mais en restant quand même ouvert à l'extérieur. C'est comme la dette de la France, qui a été donc il y a maintenant de plus de 3 000 milliards. Eh bien cette dette de la France, les Français sont tout à fait capables de pouvoir la racheter pour, en plus de ça, investir avec des emprunts d'État dans des grands projets qui vont permettre au pays de retrouver son indépendance. Donc à partir de là, plus on va rentrer dans un cercle vertueux, plus le pays va gagner de l'argent, plus le peuple va s'enrichir, moins il y aura besoin de mettre en place des impôts, parce qu'à partir du moment où on n'est plus en déficit, mais qu'on est en excédent, il faut voir par exemple qu'en Irlande, il y a un excédent je crois depuis plus de 15 ans. Chaque année, le budget est en excédent. Donc en France, ça fait 40 ans qu'on est en déficit et qu'on plombe les générations qui viennent. Le moment privilégié de cette fin d'émission est arrivé puisque nous allons écouter Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est à toi. Merci, je suis très honoré que ce soit appelé le moment privilégié.
je vais tenter d'approcher quelques mots qui m'ont interpellé. Le paradis. Alors le paradis, c'est un état de conscience. C'est pas un état politique, c'est un état de conscience. Et dans une démocratie, l'état politique est formé par l'ensemble des citoyens. Il ne s'agit donc pas d'un état dictatorial, c'est un état formé par l'ensemble des citoyens qui œuvrent pour le bien de tous. Alors, le paradis étant un état de conscience, le paradis fiscal sera la démonstration extérieure du chemin accompli. Ce sera la résultante. Ça n'est pas un but en soi de payer moins d'impôts. C'est un accomplissement qui fait que chaque être réalise son pouvoir créateur et le manifeste dans un lieu, dans un pays où il est appelé à le manifester sans être étranglé, précisément parce qu'il est créateur et donc libre. On ne fait pas de bons esclaves avec des esprits créateurs. C'est pour cela, peut-être, que certains veulent les étrangler. Je voudrais revenir sur un autre mot, la force. La seule vraie force, selon moi, c'est la douceur et l'amour. Le reste ne peut pas être appelé de la force, mais de l'oppression. Et l'oppression n'est pas une force. C'est une manifestation de la faiblesse d'âme et d'esprit d'un être. Et donc, j'en reviens à l'essentiel. Dans tout ce contexte, je me souhaite la paix en moi. Je vous souhaite la paix avec vous et avec chacun et chacune de tous les vôtres. Et je souhaite la paix pour le monde entier, la véritable paix qui vient de l'esprit et qui s'écoule librement dans l'être. Et nous souhaitons un excellent week-end également à nos auditeurs, une excellente soirée, un excellent retour lundi pour La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, La France Libre aux alentours de 19h30. Hein. On est d'accord. Merci Philippe, merci Bruno, merci Jean-Pierre, merci Christiane, merci à vous. Excellent week-end, excellente soirée.